Bonjour, alors aujourd'hui, un exercice en géométrie affine. La droite de Newton, c'est ça qu'on va voir. Alors, l'exercice, vous allez voir, c'est un exercice que l'on peut faire en mettant des coordonnées et bon, en faisant des calculs, pas très illuminants, mais qui ont au moins l'avantage d'aboutir à la résolution de l'exercice. En revanche, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous montrer cette jolie preuve que je tiens du livre de Pascal Boyer, Algèbre et géométrie, qui est vraiment une petite mine pleine de pépites. Et en géométrie, en géométrie plane, en géométrie plane euclidienne. Il y a après, bon, bien sûr, si affinité, on peut se lancer dans la géométrie projective, la géométrie hyperbolique, etc. Mais là, juste, on va se limiter à la géométrie plane affine. Et ce que j'aime bien dans l'exercice tel qu'il est présenté dans le livre, c'est de montrer les outils qui proviennent de la réduction des endomorphismes, c'est-à-dire polynômes caractéristiques, valeurs propres, etc., etc., rang, voilà, et utiliser ça. Parce que, évidemment, l'étudiant actuel en mathématiques est plutôt rempli de connaissances sur la réduction des endomorphismes et craint un petit peu plus la géométrie affine. Donc le fait de basculer de l'un vers l'autre, eh bien c'est quelque chose qui est très bénéfique pour tout le monde. Alors voici l'énoncé. Soit ABC un triangle non plat du plan affine, D une droite qui coupe respectivement BC, AC, AB en PQR. On va supposer qu'ils sont deux ados distincts, PQR. Donc finalement, ça veut dire que les points ABC et D sont en situation générale. Voilà. Montrer que les milieux respectifs de AP, BQ, CR sont alignés. Voilà. Pour se fixer les idées, voici un petit schéma. Alors, vous avez A, B, C, voilà notre repère, notre triangle, disons. La droite D, elle est là. Voilà. Avec les intersections, P qui est l'intersection finalement de BC avec la droite D, Q, AC avec la droite D, et R ici, AB avec la droite D, voilà, PQR. Et puis ensuite vous avez les milieux, AP c'est I, BQ c'est J, et puis CR c'est K. Voilà. Oui, au passage, on va voir aussi, et puis vous pouvez démontrer à la fin, comme question supplémentaire, que ces deux droites-là, donc la droite IJK et la droite PQR, sont les deux sous-espaces propres de ce qu'on va appeler F flèche, l'endomorphisme, associé à l'application F qui envoie ABC sur PQR. Voilà. Ici, ça va être pour la valeur propre moins 1, et la droite, ici IJK, ça va être pour la valeur propre 0. Alors quand on regarde l'exercice, on se dit que en prenant le bon repère ABC, en mettant des coordonnées, on va s'en sortir et ça ne va pas poser trop de problèmes. Mais je vais vous proposer cette solution de Pascal Boyer qui est dans son livre et qui, elle, montre tous ces outils, met en place en quelque sorte tous ces outils qui vont de la réduction à la géométrie affine. Alors regardez la solution. Bon, elle est très très simple, mais je vais utiliser un petit lemme que je trouve merveilleux et que je ne vais pas montrer dans un premier temps. En fait, il y a toujours, quand on donne la solution d'un exercice, il y a toujours deux écoles. Soit
on démontre tous les petits lemmes techniques d'abord, et ensuite on montre comment ces lemmes techniques apportent la solution, soit alors on donne la solution modulo ces lemmes techniques et on les montre après. En fait, ça dépend un petit peu de, on va dire, de l'impatience de l'auditoire. Donc en gros, on va supposer, et je vous le dirai à quel moment, ce petit lemme que je trouve, hein, je vous l'ai dit, merveilleux, qui fait basculer finalement les problèmes de géométrie affine avec ses barycentres, etc., vers les problèmes de réduction, donc ce que généralement les étudiants ont fait en cours, ce dont ils sont chargés, quoi, finalement. Et voilà, on va supposer ça et on va résoudre l'exercice. Vous allez voir, c'est assez merveilleux. Donc j'appelle petit f l'application affine qui envoie A sur P, B sur Q, C sur R. Alors, je peux le faire parce que ABC est un triangle non plat du plan affine. Et il y a un théorème qui s'appelle modestement le théorème fondamental de la géométrie affine et qui me permet de dire qu'il existe une unique, en plus, application affine hein, qui fait le job. Mais attention, là, A, B, C, ça forme un triangle non plat, mais P, Q, R, ça c'est plat, parce que P, Q, R sont sur la droite D, et donc ils sont alignés. Donc je vais appeler F flèche l'endomorphisme associé, d'accord ? Et vous remarquerez donc que F flèche, c'est un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension 2, d'accord ? Et F est de rang 1, hein, puisque son image, là ici, son image a pour direction le sous-espace vectoriel engendré par vecteur PQ et vecteur PR. Bon, et comme ils sont alignés, ça veut dire que l'image c'est une droite. Bien. Alors maintenant, on va regarder les choses matriciellement. Et on va les regarder de deux manières, ce qui va nous donner deux matrices bien différentes dans leur construction. D'abord, on va se situer dans le repère A, B, C. Et ce que je vais faire, c'est je vais regarder la matrice N, où ici, je vais mettre l'image de A en colonne, l'image de B et l'image de C. Donc F de A, F de B, F de C. Mais comment? Eh bien, ici, je vais mettre les coordonnées barycentriques de F de A dans le repère ABC. Voilà. Ici, je vais mettre les coordonnées barycentriques de F de B, et ici, les coordonnées barycentriques de F de C dans le repère ABC. Mais, bien sûr, il n'y a pas unicité des coordonnées barycentriques. Je prends les barycentres de somme 1. Donc, c'est les coordonnées barycentriques absolues, ce qu'on appelle comme ça, de F de A, F de B, F de C. Voilà. Bon. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que, étant donné que F de A, c'est P, et que P, il est sur BC, eh bien, il y aura une coordonnée barycentrique nulle en A. Tout sera porté par B et C. C'est ce que j'écris avec 0, puis 2 étoiles, ça veut dire des choses qui, bon, ça peut être nul, hein, mais encore que là, non, ça ne peut pas être nul, mais bon, en tout cas, c'est des étoiles. Voilà. Et je me fiche de ce que c'est ça et ça. Ce que je sais, c'est que la somme ici, ça fait 1, c'est tout. Et puis pareil pour F de B, qui va être Q, et Q qui est sur AC, donc il n'est pas du tout porté par B, point de vue barycentre, donc ici on a les étoiles, et là, étoiles. Voilà, on a une matrice qui a cette forme-là, je ne cherche pas à mettre des nombres ici. Maintenant, voilà une autre façon d'écrire, de représenter, ça s'appelle la représentation, de représenter matriciellement F affine. On va regarder ça dans le repère avec l'origine A et les vecteurs AB et AC. Et donc, je vais regarder la matrice de F flèche dans la base ABAC. C'est une matrice de 2, ici. Ici, je mets 0, 0. Et là,
ben, je vais mettre l'image de A dans f de A, dans le repère, c'est les coordonnées de f de A dans ce repère-là. Voilà. Donc ici, ça va être les coordonnées de f de A dans le repère, et là, je mets artificiellement un 1. Voilà. Il y a deux façons d'écrire ces matrices. Alors maintenant, le lemme technique dont je vous parle, et que je trouve merveilleux parce que c'est lui qui va faire tout le job de basculement entre, en algèbre. L'algèbre moderne, en fait, est entièrement une affaire de basculement. On prend un problème et on va l'envoyer vers un autre monde où il est plus facilement résolu. Depuis Galois, probablement, c'est comme ça qu'on a modernisé, en quelque sorte, l'algèbre. Et ici, on a effectivement ce basculement ici. Regardez, le lemme dit que n et m sont semblables. Voilà. Là, le mot est lâché, semblable, et tout de suite, c'est de la réduction. Donc, arrêtons-nous là. On démontrera ça plus tard. Et là maintenant, on va montrer que ça trivialise complètement le problème. Donc, je dis que puisqu'elles sont semblables, elles ont même trace. Donc, quand je vais calculer la trace de deux manières, ici j'ai la trace de la matrice ici de f flèche, plus 1, et ici j'ai 0. Donc ça fait égal 0. Là, maintenant, si je dois connaître le déterminant de la matrice de f flèche, comme c'est de rang 1, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est 0. Écrire, mais c'est 0. Voilà. Donc ça veut dire que le polynôme caractéristique, donc là, le polynôme caractéristique de la matrice de f flèche, c'est égal à x2 plus x. Parce que la trace vaut moins 1, et le déterminant 0, et que c'est une matrice de 2. Voilà. Donc vous avez ça. Ça veut dire que maintenant, le spectre de f flèche, c'est 0 et moins 1. Voilà. Donc maintenant, le spectre de f flèche plus i de flèche sur 2, donc ça c'est quelque chose de connu, on a un polynôme en un endomorphisme, ici, et bien le spectre, ça va être le polynôme du spectre de l'endomorphisme. Et donc ici, le polynôme c'est x plus 1 sur 2, donc on va faire x plus 1 sur 2 en 0, ça fait 1,5, x plus 1 sur 2 en moins 1, ça fait 0. Voilà. Ici, on a 1,5, 0 pour lui. Donc, entre autres, il y a 0. Et comme il y a 0, eh bien, alors, c'est pas 0, 0, donc il y a 1,5 et 0. Donc ça veut dire que ça va être de rang 1. Ça veut dire que l'image de cette application affine, f plus i sur 2, ça va être un espace affine de direction, l'image de ça. Mais l'image de ça, c'est une droite, parce que ça, c'est rang 1. Donc ça veut dire que ces points-là sont alignés. Mais ces points-là, c'est juste exactement les milieux de PA, BQ et CR. Donc ils sont alignés sur une droite de cette direction. Et la direction de cette droite, c'est justement, vous voyez ici, le sous-espace propre de f flèche pour la valeur propre moins 1. Voilà. Donc, en gros, c'est assez joli, ça trivialise. On ne s'attendait pas, à partir d'un exercice comme ça, de se retrouver dans le monde de la réduction. On va démontrer maintenant ça en deuxième, parce que j'ai supposé que vous étiez aussi impatient que moi. Alors, allons-y. Ce qu'on veut montrer, c'est que quand on a une application affine, là, on est dans le plan, mais en fait, dans n'importe quel espace affine de dimension finie, ça va marcher. Quand on a un repère affine, et une application affine, on peut représenter matriciellement cette application affine de deux manières. Soit on écrit bien l'image du repère en colonne, en coordonnées barycentriques absolues, c'est-à-dire en coordonnées barycentriques dans le repère,
d'accord? Et absolu, dans le sens que la somme, ça fait 1. Voilà. Soit alors, donc ça nous donne une matrice que je vais appeler N, soit alors, on regarde ça dans le repère avec origine A0 et A01, A0A2, les deux vecteurs de la base de l'espace vectoriel associé. Et là, dans ce cas-là, on écrit ici la matrice de F flèche, donc de l'endomorphisme associé, dans la base que vous avez là. On met 0, 0. On regarde la matrice de A0, F de A0, donc c'est une matrice colonne, évidemment, dans la base B, parce que ça c'est un vecteur colonne, on voit comme vecteur colonne là-dedans, et on met un 1 ici. Voilà, ces deux représentations matricielles, il se trouve qu'elles sont semblables, et c'est ce que l'on va montrer. Alors, d'abord, donc les définitions, je regarde, N, ça va être ma matrice NIJ, I et J vont de 0 à 2, et F de AJ, ça va être le barycentre de AI, NIJ, sachant que la somme des NIJ sur I est égale à 1. Voilà, donc barycentre, mais normalisé, en quelque sorte. Maintenant, je vais prendre D un point quelconque du plan. Je ne peux pas l'appeler M, je ne peux pas l'appeler X, bon, c'est embêtant, donc je l'appelle D. Voilà. Et je vais appeler YD, c'est son vecteur coordonné barycentrique, barycentrique absolu. C'est-à-dire que alpha 0, alpha 1, alpha 2, de sorte que D, c'est le barycentre des AJ, ici, avec les pondérations alpha J, de sorte que la somme des alpha J soit normalisée à 1. Voilà, donc ça c'est bien unique. Je suppose quand même des petites choses connues sur les barycentres. F de D, maintenant, c'est quoi? C'est le barycentre de F de AJ alpha J. Parce que D, de là, on en déduit que F de D, d'accord, qui est F du barycentre, eh bien c'est le barycentre de F des AJ. Alors ça, c'est une propriété des applications affines, bien sûr, qu'elles préservent les barycentres, bien connus. Maintenant, je remplace F de AJ par le barycentre ici. Voilà. Donc on a un barycentre de barycentre, et là, vous devez connaître tous la propriété d'associativité du barycentre, qui va nous dire que F de D, ça c'est le barycentre du barycentre est un barycentre, en quelque sorte. Donc la pondération pour le point AI, ça va être la somme pour tous les J qu'on va rencontrer, des N IJ alpha J. Et on vérifie que ce sont bien des coefficients absolus, parce que le fait qu'on ait ça et ça va faire qu'on va avoir que la somme de tous les coefficients, ça fait 1. Bon. Bref, ce que l'on a maintenant, c'est que finalement, on va conclure, et on va regarder YFD, c'est-à-dire les coordonnées barycentriques de F de D, et bien c'est tout simplement, si on doit regarder ça, la matrice N, ici, multipliée par la matrice colonne des coordonnées barycentriques de D. Donc vous voyez quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que l'on a en vectoriel, et c'est exactement ce pourquoi sont faites les matrices. Maintenant, on va avoir le même schéma avec ce repère et avec la matrice M. C'est-à-dire qu'on va coder d'une autre façon les points, d'accord, les mêmes points D et F de D, et on va coder d'une autre façon la matrice de F. Et au final, pour obtenir le même type de formule, c'est ce genre de formule qu'on veut. Alors allons-y. Comment on va coder? A0D, donc D c'est toujours le point quelconque, A0D, le vecteur A0D, il va s'écrire dans la base ici, avec des coordonnées x1 et x2, et je vais noter le vecteur colonne, c'est pas un vecteur, c'est la colonne x1, x2, 1,
code D dans ce repo. Voilà. Et maintenant, je sais que f de D est égal, parce que f est une application affine, c'est égal à f de A0 plus le vecteur f flèche A0 D flèche. Voilà. Ou, si vous préférez, que A0 f de D, le vecteur A0 f de D, c'est le vecteur A0 f de A0 plus le vecteur f flèche de A0 D flèche. Voilà. Vous avez ça. Et bien ça, je dis que ça veut dire tout simplement que x f de D est égal à la matrice, donc la colonne qui représente f de D là-dedans, c'est égal à la matrice M, tout à l'heure, fois le vecteur ici, xd. Ah oui, parce que la matrice M, c'était quoi? C'est, je regarde la matrice de l'endomorphisme f flèche dans cette base-là. Ici, je mets mon vecteur colonne, là je mets 0, 0, 1. Et en fait, ça va être porté par ce vecteur-là, ça fois ça. Et ensuite, plus ça, et ça va être 1 fois ça. Voilà. Et puis le reste, ça va donner 0, 0, 1. Donc quand on va faire la somme, ça va faire 1, et on va retrouver le 1 du x f de D par convention. Voilà. Donc, en gros, on peut se convaincre facilement qu'on a bien l'espèce de business as usual, c'est-à-dire une représentation matricielle qui fait bien son boulot et qui va faire en sorte que on puisse écrire les mêmes formules que l'on avait dans le vectoriel, c'est-à-dire que la colonne de l'image, ça va être le produit de la matrice fois la colonne de l'objet au départ. Bon, maintenant avec ça, ça va être presque immédiat que n et m vont être semblables. C'est ce qu'on va voir. Donc, résumons. On a f une application affine, là on a un repère affine du plan, d un point quelconque, xd ça va être x1, x2, 1 avec a0d ici, qui s'écrit comme ça dans la base. YD, par contre, c'est une autre version, une autre façon de voir D avec des coordonnées barycentriques, donc directement dans le repère. Et on a montré que XF de D, c'était MXD, et que YF de D, c'était NYD. Et on l'a montré finalement avec deux interprétations différentes du fait que F est affine. D'accord ? Soit que ça préserve le barycentre, soit une certaine formule, qui finalement, tout ça revient au même. Bien. Alors maintenant, il va falloir montrer que M et N sont semblables avec ça. Alors, il va falloir trouver un lien entre ces deux visions, finalement, de D. Ces deux façons de coder D. Donc, d'une part, on a A0D. Comme D, c'est le barycentre, ici, des AI pour les pondérations alpha I. On a A0D, c'est alpha 0, A0, A0, alpha 1, plus alpha 1, A0, A1, plus alpha 2, A0, A2. Donc ici, c'est le vecteur nul. Donc ici, j'ai ça. Ce que je compare avec ça pour obtenir le fait, comme on a une base, que x1 est égal à alpha 1, x2 est égal à alpha 2. Donc en fait, ce que je peux écrire, si j'écris S, cette matrice-là, eh bien, appliquons-la à alpha 0, alpha 1, alpha 2, eh bien on va avoir alpha 1, c'est-à-dire x1, on va avoir ensuite alpha 2, c'est-à-dire x2, et ensuite on va avoir alpha 0 plus alpha 1 plus alpha 2, c'est-à-dire 1. D'accord ? Voilà. Donc on va bien avoir xd égale SYD. Voilà. Alors là, quand même, ça vaut le coup de s'arrêter un petit peu sur cette formule. YD, c'est une façon d'être en lien direct avec le dessin. On voit les barycentres, vous avez vu tout à l'heure, directement sur le dessin, on voyait à peu près la forme de la matrice, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est la géométrie, c'est la géométrie d'avant, en quelque sorte, où on regarde les dessins avec des points. Et là, c'est une géométrie plus moderne avec des
des coordonnées dans une base. Donc c'est quelque chose de vectoriel. On a un petit peu modernisé la chose. Donc en quelque sorte, cette formule, c'est un basculement entre les anciens et les modernes. Vous voyez, donc ça vaut le coup de regarder ça. Et bien sûr, on s'en doute, S est inversible. Vous remarquerez que S, c'est la matrice, c'est une certaine matrice compagnon. Hein, ouais. Donc, depuis, bon, le fait que ce soit inversible ne pose pas trop de problème. Hein, c'est la matrice compagnon ici de x3 moins x2 moins x moins 1. Après, vous pouvez le voir autrement. Donc ici, il prouve que c'est inversible. Après, vous pouvez voir comme vous voulez que c'est inversible. Si on était en dimension n, vous imaginez parfaitement comment cette matrice-là peut se généraliser. Vous avez une surdiagonale comme ça de 1, et puis la dernière ligne, la dernière rangée, c'est que des 1, et le reste, c'est que des 0. Voilà, et on a ça qui est inversible. Ce qui fait que maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que on part de x fd, c'était m de xd, et maintenant on va partir à gauche, xfd, ben, ça va être s y de fd, d'après cette formule-là, mais yfd, c'est n yd, donc ça, j'ai utilisé ces deux formules-là, et d'autre part, ben, mxd, c'est ms yd, avec l'associativité, donc on a une égalité entre ça, et là, bon, alors attention, il ne faut pas dire qu'on inverse YD. Disons que ces deux matrices-là, donc ici on a une matrice, et ici on a une autre matrice. Les colonnes, la colonne J de cette matrice, c'est Sn fois le JM vecteur de la base canonique ici. Donc le fait qu'on ait ça égale ça, d'accord, en évaluant au JM vecteur de la base canonique, ça va nous donner que elles ont même JM colonne, et pour tout J, donc elles sont égales. Donc Sn égale Ms, comme S est inversible, on voit bien que N et M sont semblables. Voilà, alors vous pouvez vous souvenir de deux choses. Une première chose, c'est la droite de Newton, c'est un petit exercice qu'on peut faire de plein de manières différentes, mais là, qu'on a fait en suivant le livre de Pascal Boyer avec des méthodes modernes, en quelque sorte, donc c'est vraiment dans l'esprit, enfin, je rappelle le titre, algèbre et géométrie, c'est vraiment ça, hein, on a de l'algèbre linéaire qui vient au service de la géométrie, et finalement ça peut être résumé en ça, ici, l'outil principal, et maintenant, d'autre part, ces deux façons de coder finalement un point dans un espace affine, un en quelque sorte à l'ancienne, en travaillant directement sur la bête, hein, d'accord, et un moderne avec finalement des espaces vectoriels qui agissent dessus, hein, et on travaille sur les espaces vectoriels. Voilà. Hein, d'accord. Bien. Bon, alors, voilà, on a un lien, d'accord, qui peut s'exprimer à la fois comme ceci et comme cela, donc là, matriciellement, évidemment, on retrouve toujours le bon vieux principe de translation-conjugaison, ici. Et voilà, pour les gens qui se demandent pourquoi les algébristes sont si cool, c'est qu'ils ont résolu le choc des cultures.